Marie Larchevêque, je suis professeure à l'Institut de recherche en mines et en environnement. Ma spécialité, c'est la revégétalisation minière. Mon nom, c'est Isabelle Demers, je suis professeure à l'Institut de recherche en mines et en environnement. L'objectif de mes recherches, c'est de réinstaller des plantes et notamment des arbres sur toutes les surfaces affectées par les activités minières et notamment le parc à résidus miniers et les haldes à stériles. Les parcs à résidus de concentrateurs sont les surfaces sur lesquelles on rejette la roche broyée, d'où le minerai, l'or a été extrait à l'usine et qui est transporté avec de l'eau et rejeté dans des parcs contenus par des digues. Ça fait des espèces de plages, de roches et c'est assez difficile de réinstaller des végétaux là-dessus parce qu'il n'y a aucune matière organique, aucun nutriment, aucun organisme aussi qui va améliorer la qualité du substrat. On a un manque d'aération aussi souvent parce que c'est un substrat fin, très compacté. Donc les plantes ont beaucoup de défis à relever pour s'installer sur ces surfaces. Et le deuxième type de parc à rejet, ce sont les haldes à stériles. Donc là, les stériles, ce sont les roches qui ont été, qui ne contiennent pas d'or, qui ont été enlevées au-dessus de la fosse par explosion. Et donc, vous en voyez là autour, on a des gros morceaux, aussi bien que de la poussière de roche. C'est empilé. On forme des montagnes en fait avec ces stériles. Donc on a des pentes à revégétaliser, des plateaux. Et c'est un milieu, au contraire du parc à résidus, qui va être plutôt sec, mais qui, comme les résidus, comme on sait, c'est de la roche, ne contient aucun nutriment, aucune matière organique, aucun organisme. Et c'est aussi un milieu difficile pour la végétation. Ici, on se trouve sur le site de la mine canadienne Malartic, qui est une mine d'or à ciel ouvert. Une mine qu'on appelle faible teneur, fort tonnage. Donc on a une faible concentration d'or dans le minerai, ce qui fait que la mine va sortir des grosses quantités de roches et de minerais qu'elle va devoir entreposer. Donc à la fin de la vie de la mine, dans une quinzaine d'années, on aura une halde à stériles qui va occuper une surface de 500 hectares sur une centaine de mètres de haut, donc une montagne complètement artificielle. Moi, mon objectif, c'est de la rendre verte. Et dans ce qui concerne le parc à résidus, la surface finale devrait être autour de 600 hectares, ce qui est très grand, sur une quarantaine de mètres de haut. Et là, c'est pareil, on va avoir une surface nue de roches broyées sur lesquelles mon objectif, c'est de remettre de la végétation. Et si vous regardez l'environnement autour du site minier, on est dans un environnement forestier. L'Abitibi est une région forestière. Donc le principal objectif de mes recherches, ça va être d'essayer de réimplanter des arbres et éventuellement un milieu forestier sur le parc à résidus et sur la halde à stériles. Habituellement, ce qu'on utilise en revégétalisation minière sur des rejets miniers solides, c'est des herbacées. Pourquoi ? Parce que les herbacées vont être moins exigeantes vis-à-vis de la qualité du substrat sur lesquels on les implante que des arbres. Les arbres, eux, ils tolèrent moins bien des surfaces qui vont être compactées, ils tolèrent moins bien le manque de nutriments, ils tolèrent moins bien des pH aussi qui vont être extrêmes, soit trop basiques, soit trop acides. Donc les arbres sont plus sensibles, il faut leur aménager un environnement plus favorable. Donc ce qu'on fait, pour faire la revégétalisation du site canadien de Malartic, c'est qu'on utilise le sol qui a été excavé au-dessus de la fosse et conservé dans une halde à mortérin, ce qu'on appelle le mortérin, ce sol, et notamment la partie superficielle du sol, qui est le sol qu'on appelle organique, qui contient de la matière organique, donc qui est de couleur foncée, qui est riche en éléments nutritifs, et puis qui a une bonne structure, qui va être suffisamment aérée pour laisser les racines pousser, tout ça. Et on recouvre
les résidus ou les stériles de 50 cm de ce sol et on plante les arbres à l'intérieur de ce sol. Et moi j'ai mis en place des expériences de plantation d'arbres à croissance rapide ou d'arbres indigènes comme du mélèze, comme du pin gris. Et en ce qui concerne les arbres à croissance rapide, c'est du peuplier hybride ou du saule à croissance rapide. J'ai planté ces arbres dans ce sol, 50 cm, et j'ai obtenu de bons résultats de croissance. La deuxième partie du sol, qui est la partie plus profonde, on est dans une région où le sol est argileux, ici en grande partie en Abitibi, donc ce qu'on appelle le sol minéral, qui lui contient beaucoup moins de nutriments et puis qui a tendance à plus se compacter, donc être un milieu dur qui rend difficile la pénétration des racines et leur développement. Ce sol minéral, j'ai aussi planté des arbres dedans, puis je me suis aperçue qu'ils ne poussaient pas bien. Donc, ce qui semble limiter la croissance des arbres dans ce sol, c'est surtout sa compaction. Parce que quand il a été excavé au-dessus de la fosse, il a été empilé dans des grosses piles de 7 mètres de haut par des gros camions. Et sa structure a été changée et il s'est durci. Et ça, il constitue un mauvais substrat de croissance pour les racines. Donc j'ai fait des expériences en le mélangeant à du compost, en le mélangeant à des sources de matière organique. Et là, j'ai obtenu des meilleurs résultats de croissance des arbres. Ici, on se situe sur ce qu'on appelle la berme de départ du parc à résidus. On est à l'extérieur du parc à résidus. Les résidus se trouvent de l'autre côté de cette berme. Ce sont des stériles qui ont été empilés en bordure du parc sur une hauteur de 7 mètres qui laissent passer l'eau du parc à résidus, donc permettent au parc à résidus de se drainer et retiennent les résidus à l'intérieur du parc. Et sur cette berme de départ, donc ces pentes de stériles qui sont des pentes de 33%, on a étalé du sol, 50 cm de sol organique, et on a planté des arbres. La difficulté de ce milieu, c'est la pente. Okay, on est dans un milieu sec, on apporte du sol organique, 50 cm ça devrait être suffisant pour assurer une réserve en eau correcte aux arbres, mais le sol qu'on a placé, on veut le conserver sur la pente. Et avec le ruissellement de l'eau, l'érosion hydrique, le risque c'est que le sol soit entraîné, qu'il disparaisse et qu'il n'y en ait plus pour assurer la croissance des arbres. Donc dans cette première plantation, j'ai fait varier l'agencement des arbres qui sont des peupliers hybrides, des arbres à croissance rapide. Donc premièrement, j'utilise du peuplier hybride, arbre à croissance rapide, pour avoir une croissance racinaire et une croissance aérienne optimale pour fixer le plus rapidement possible le sol qu'on a installé dans les pentes. Et deuxièmement, je fais varier l'agencement des arbres et dans cette plantation, c'est l'espacement des arbres que je change. On passe d'un espacement de 1 mètre par 1 mètre à 2 mètres par 2 mètres, 4 mètres par 4 mètres pour voir si cette variation d'espacement va affecter la fixation du sol et diminuer, quand on resserre plus les arbres, l'entraînement du sol par érosion hydrique. Si on a isolé une surface qu'on appelle un quadrat d'un peu plus de 1 mètre par 1 mètre et on l'a séparé en deux, d'un côté on a ensemencé planté des graines d'épinettes blanches et de l'autre côté des graines de sapin baumier. Il y a une quarantaine de graines de chaque espèce et toutes les 2 semaines on va venir regarder si les graines ont germé. Et une fois qu'elles auront germé, les petites plantules d'arbres, on va suivre leur développement aérien, leur développement racinaire pour voir si les conditions qu'on a recréées sur les parcelles, donc ici on est dans une parcelle sans arbres, mais sur les parcelles avec arbres, sont favorables à la germination et au développement de ces espèces naturelles d'arbres. Juste à côté ici, avec le ruban bleu, on a un quadrat de 1 mètre par 1 mètre dans lequel on va suivre également toutes les 2 semaines
la recolonisation naturelle par les espèces d'arbres. Ce sont essentiellement des feuillus qui ont des graines légères qui sont transportées par le vent, qui vont pouvoir se réinstaller sur les parcelles. Donc on compte le nombre de petites plantules d'arbres qui vont se retrouver sur cette surface et on a 9 carrés par parcelle expérimentale sur lesquelles on suit cette recolonisation naturelle. Ici, on a ce qu'on appelle un transect, donc une ligne sur laquelle on effectue des mesures. Et vous voyez que sur ce transect, on a 4 tiges de métal qui sont insérées dans le sol. Ce sont des tiges de 70 cm de haut. Au moment où on les a installées, on a mesuré la hauteur de tige qui dépassait du sol. Et à partir du moment où on les a installés, en 2013, donc au moment où ça a été planté, la plantation a été effectuée, on mesure régulièrement, donc une fois à la fonte des neiges, à l'été et à l'automne, la hauteur de tige qui reste. Et donc on peut, en faisant la différence entre la première hauteur de tige qui a été prise et celle qu'on va mesurer par la suite, voir si on a perdu du sol, ou au contraire, s'il y a du sol qui est venu se déposer au pied des tiges. Parce que quand on hydro-ensemence la parcelle, en créant un tapis végétal, on limite l'érosion du sol. On va le voir avec ces tiges. Est-ce que lorsque on plante des arbres à 1 mètre par 1 mètre, on est capable d'avoir un développement racinaire qui va fixer le sol et limiter la perte de sol? On va pouvoir le voir en mesurant. Et si au contraire on met seulement des arbres à 4 mètres par 4 mètres, est-ce qu'on a une fixation de sol qui est suffisante pour limiter l'érosion hydrique ou pas? Les hypothèses, c'est que la fixation de sol, donc l'érosion va être minimale lorsqu'on associe des arbres à 2 mètres par 2 mètres plus hydro-ensemencement. Parce qu'on va avoir un recouvrement végétal, que ce soit par les herbacées ou par les arbres, qui va être maximal, et un développement racinaire aussi qui fixe le sol maximal. Ici, on fait ce qu'on appelle une abaque de biomasse végétale. Sur les parcelles, il va être important de suivre la recolonisation naturelle aussi par les espèces herbacées, parce que ces espèces herbacées peuvent entrer en compétition avec les arbres, donc les arbres plantés d'une part, pour les nutriments, pour l'eau du sol. Puis ça, c'est particulièrement important dans le cadre de nos roches stériles qui sont un milieu très sec. Il va y avoir compétition au niveau racinaire pour l'eau qui est peu disponible dans ce milieu, l'eau qui est limitée à la couche de sol. Donc nous, on veut qu'il y ait une recolonisation naturelle des arbres. Et s'il y a trop d'herbacées compétitives, ça pourrait nuire à cette recolonisation naturelle. Donc c'est un paramètre que l'on va suivre. On utilise une tige fine qu'on insère dans la végétation et on va compter le nombre de contacts de chaque plante avec la tige, et ceci tous les 10 cm. Avec cette méthode, on peut estimer le recouvrement de la végétation herbacée et la biomasse. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est sur une surface de 1 mètre carré, compter le nombre de points de contact entre la tige et chaque espèce végétale. Ensuite, on va couper toutes les plantes qui se trouvent sur notre surface de 1 mètre carré. On les sèche et on va pouvoir établir la relation qu'on a entre le nombre de points de contact et la biomasse des plantes. Une fois que ça c'est fait, avec notre petite tige qu'on promène dans les parcelles le long de ce qu'on appelle des transects, des lignes de mesure, on va pouvoir estimer le recouvrement et la biomasse de chaque plante sans la couper. Donc ça permet de faire des suivis répétés sans affecter les parcelles et sans modifier finalement le recouvrement de la végétation. Dans cette plantation, ce qu'on va faire varier comme facteur, comme traitement, c'est l'épaisseur de sol qu'on applique au-dessus des stériles. Là, vous voyez les roches stériles qui affleurent. C'est le traitement d'épaisseur minimale de sol, 25 cm seulement. Les 2 autres traitements, c'est 50 cm de sol
ou 75 cm de sol. Donc on veut regarder quelles vont être les conséquences de cette diminution de l'épaisseur de sol, notamment sur l'exposition au stress hydrique des arbres. Donc, est-ce que quand on leur met moins de sol, ils vont manquer d'eau? Est-ce que ce manque d'eau va aussi favoriser le développement des racines des arbres en profondeur? Parce qu'une grande question qu'on se pose lorsqu'on installe des arbres sur des pentes, comme ça, avec une quantité limitée de sol, c'est est-ce que ces arbres, une fois qu'ils vont grandir, vont être capables, avec leur système racinaire, d'avoir un ancrage suffisant pour qu'ils ne se déchaussent pas. Parce que s'ils se déchaussaient, ça pourrait créer un trou dans la structure de notre berme et créer de l'érosion, créer des chemins d'infiltration préférentiels. C'est quelque chose qu'on ne veut pas sur une structure sur la berme de départ du parc à résidus. Donc on veut des arbres qui soient stables. Et pour assurer cette stabilité, on veut que les racines des arbres se développent dans le sol, mais aussi dans les stériles en profondeur. Et quand un arbre manque d'eau, une des réponses qui est souvent observée au niveau racinaire, c'est que les racines vont chercher de l'eau en profondeur. À partir de la 4e année après plantation, quand les arbres auront 4 ans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des excavations des racines des arbres. Donc avec un jet d'eau à haute pression, on va enlever le sol autour de l'arbre pour observer le développement des racines et surtout observer l'architecture du système racinaire. Est-ce que dans une pente comme celle-ci, les racines des arbres vont réussir à se développer de manière symétrique pour assurer un ancrage équilibré à l'arbre, ou est-ce qu'au contraire on va avoir des racines en fonction de la proximité des arbres qui vont se développer plus d'un côté que de l'autre et donc affaiblir l'arbre et faire en sorte qu'il puisse se déraciner facilement d'un côté. On va étudier aussi la profondeur de pénétration des racines dans le substrat puis dans les stériles. Pour ça, on va avec une pelle mécanique faire des tranchées pour regarder jusqu'à quelle profondeur pénètrent les racines des arbres. Et la 3e opération qu'on va faire, c'est des tests d'arrachement des arbres. Donc on va fixer un câble à la base des arbres, exercer une traction vers le bas de pente et voir à partir de quelle force on va devoir appliquer pour provoquer le déracinement de l'arbre. Et est-ce que, en fonction de notre épaisseur de sol, est-ce qu'une épaisseur plus faible, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui va accentuer le manque d'eau de l'arbre, donc éventuellement la pénétration des racines en profondeur, va accroître l'ancrage et la stabilité mécanique des arbres? On s'intéresse à la performance des méthodes de restauration des sites miniers. Parmi les raisons, c'est que chaque site a ses particularités. Chaque site est différent. Les matériaux peuvent être différents, les conditions climatiques, les bassins versants. Donc, il y a un paquet de choses qui est particulier à chaque site minier. Donc, il n'y a pas une méthode qui est bonne pour partout. C'est important de tester les méthodes selon les spécificités de chaque site. L'objectif, évidemment, c'est ultimement de limiter et de prévenir la contamination provenant des résidus miniers. Donc, c'est pour ça qu'on fait toutes sortes d'essais en laboratoire et sur le terrain. Donc, on a besoin de faire de la recherche pour bien comprendre les matériaux avec lesquels on travaille et aussi tout ce qui se passe, tous les phénomènes qui peuvent se passer, soit à l'intérieur du recouvrement et même à l'intérieur des résidus miniers. Lorsqu'on veut concevoir, disons, ou connaître la meilleure méthode de restauration pour un site, c'est premièrement échantillonner les matériaux. Donc ça inclut autant les matériaux, les rejets qu'on doit recouvrir, donc le site à restaurer, et aussi les matériaux qui vont nous servir comme recouvrement. Ça peut être du sable, des sols naturels, ou ça peut même être d'autres matériaux miniers qui sont considérés non problématiques. Donc, on va chercher ces matériaux-là.
et on lui fait subir une panoplie de tests en laboratoire. Ce qu'on veut connaître, la taille des particules, ce qu'on appelle la granulométrie. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de particules fines, des particules un petit peu plus grossières? On veut savoir aussi l'espace qu'il y a entre les particules quand on place ces matériaux-là sous forme de recouvrement. Donc, comment l'air, l'eau va se circuler à travers ces matériaux-là. Donc ça, c'est très important pour nous de connaître ça. Et on doit connaître aussi la composition chimique de ces matériaux-là. Est-ce qu'ils contiennent des éléments qui peuvent être problématiques? Est-ce qu'ils contiennent du soufre, du cuivre, du fer, du nickel, de l'arsenic? Donc, c'est toutes des choses qu'on a besoin de connaître au départ. Avant même de tester une méthode de restauration, on doit connaître ces choses. Dans ces essais-là, ce qu'on fait, c'est qu'on place nos matériaux de la même façon qu'ils seraient sur le terrain. Donc, on voit ça en arrière. Ils ont différentes couches de matériaux. Donc, on met nos matériaux problématiques, donc nos résidus qu'on doit recouvrir. Et ensuite, on place notre recouvrement, nos matériaux de recouvrement par-dessus. Dans les essais en colonne, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est d'instrumenter les matériaux. On voit qu'il y a des fils qui sortent là, à différents endroits. Ça nous permet de prendre des mesures à l'intérieur des matériaux. Ce que ça nous permet de faire, c'est de mieux comprendre comment, justement, l'eau et l'air circulent et les contaminants circulent à travers nos matériaux. Et c'est ça, dans le fond, qui va nous indiquer si notre recouvrement est performant ou pas. On veut faire de la restauration d'un site, les sites miniers comme un parc à résidus, ça a souvent plusieurs dizaines d'hectares. C'est quand même une superficie assez grande. Si on veut mettre un recouvrement, disons, de 1 mètre de sol par-dessus ça, ça représente quand même une grande quantité de matériel à aller chercher dans ce qu'on appelle un banc d'emprunt. Donc, un petit peu plus loin, on va trouver un endroit où est-ce qu'il y a du bon sol, puis on va le mettre sur comme recouvrement sur notre parc. Et ça veut dire qu'il faut qu'on aille impacter un autre site pour aller restaurer notre site minier. Une façon de, disons, remédier à ce problème-là, c'est d'utiliser des matériaux miniers, donc qui sont déjà, qui impactent déjà un site. Donc, reprendre ces matériaux-là, et s'ils ont des bonnes propriétés, bien, on pourrait les utiliser comme recouvrement. Ça nous évite d'aller chercher du sol naturel ailleurs. Dans le fond, c'est ça, ça réduit l'empreinte environnementale de notre restauration. On a un exemple d'un essai en colonne pour voir justement la performance d'un recouvrement. Ce cas-ci, c'est sur un matériel d'un site abandonné. Donc, au bas de la colonne, on a notre rejet qui est générateur de drainage minier acide, donc qui cause la contamination, qui provient du site qui a été cherché directement sur le site minier. Ensuite, ici, on a notre matériel qui va servir comme de recouvrement. En fait, ici, on a un recouvrement à deux couches, 2 matériaux différents. Donc, on a un des matériaux qui est ici et on a le deuxième ici. Chaque port ici représente différents appareils de mesure. Ici, ça mesure la teneur en eau. Donc, on voit la quantité d'eau qu'il y a dans nos matériaux. Et ici, c'est la succion, donc la pression d'air qu'il y a. Fait qu'on peut connaître, dans le fond, la distribution de l'air et de l'eau à différents endroits dans nos matériaux avec ça ici. Le prochain défi pour l'industrie minière, le principal, c'est principalement les volumes. On va de plus en plus vers des mines à gros volume, petite teneur. Ça veut dire ça, beaucoup plus de résidus qu'on produisait dans les années 50, 60, 70. Avec nos halles d'astéril, nos parcs à résidus vont être de plus en plus gros. Fait qu'il y a un défi là. On va devoir trouver des nouvelles façons de faire parce qu'on ne pourra pas nécessairement toujours grossir ce qu'on fait à petite échelle, puis le grossir à plus grande échelle. Parfois, les technologies ils sont valables pour une échelle donnée, mais quand on arrive à une échelle trop grande, elles sont plus capables de répondre à nos attentes. Fait qu'il va falloir trouver des nouvelles approches ou modifier nos approches pour ces volumes-là qu'on va générer. Fait que pour nous, là, le défi des volumes, là, c'est un défi important pour les prochaines années.
Et l'autre défi, c'est tous les nouveaux contaminants. Enfin, au fur et à mesure que la science avance, on trouve des nouveaux contaminants. Maintenant, on parle de sélénium, de manganèse, tous des éléments qu'on ne traitait pas nécessairement ou qu'on ne s'occupait pas nécessairement dans les années passées. Et là, la science est en train de nous montrer que ces éléments-là peuvent causer des torts à l'être humain, aux animaux. Fait que là, ça apparaît. Mais là, on ne sait pas toujours c'est quoi le comportement de ces éléments-là, comment faire pour les traiter, comment faire pour les contrôler. Il y a tous ces nouveaux éléments-là qu'on va devoir regarder. Puis l'autre défi, c'est vraiment le long terme. Comment restaurer? Parce que quand on restaure, c'est pas pour 10 ans, c'est pour des centaines d'années. Avec nos techniques de construction, nos techniques de restauration, est-ce qu'ils vont être capables de soutenir de résister à toutes ces années-là? Comment s'assurer que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, nos techniques sont encore efficaces à contrôler la pollution? Ça, c'est un autre de nos défis importants. Je dirais que si on identifie les 3 principaux challenges qu'on a pour les prochaines années, ça serait ceux-là.